le marché du courtage en assurance en Belgique, il est relativement inélastique, donc il ne grandit pas vraiment, à part quelques nouveaux risques qui arrivent. La valeur immatérielle d'un bureau d'assurance n'est pas que les commissions, c'est une des parties de la valeur d'un bureau. L'autre valeur, c'est la relation client. Ils ont vraiment adapté leur marketing de communication client en fonction de ce que disent leurs clients. Le monde de l'assurance est en mouvement. Je suis Jean Marot, avocat, entrepreneur et fondateur de Codelot, une agence spécialisée dans la transformation digitale des métiers du droit et de l'assurance. Dans La Franchise en Prime, je vous propose de rencontrer ceux qui ont choisi d'être acteurs de ces changements. Ils sont courtiers, fondateurs de start-up ou représentants de compagnies et ils ont tous un point commun. Des idées, une vision, ils ont cassé les codes. Avec vous, je veux prendre le temps de découvrir leur parcours, leurs innovations et les clés de leur succès. Des entretiens passionnants et c'est promis, avec La Franchise en Prime. Et donc voilà, on est parti pour un nouvel épisode de La Franchise en Prime. On enregistre aujourd'hui dans la Grand Poste à Liège, un endroit vraiment très agréable pour ce genre d'exercice. Et j'ai aujourd'hui le plaisir de recevoir Bruno Lambotte. Je suis très content de recevoir ici Bruno parce que déjà je l'apprécie et puis aussi parce que il a la particularité d'avoir un peu les trois casquettes du profil type de l'invité que j'essaye de recevoir ici dans La Franchise en Prime, puisque il a travaillé en compagnie, il va sans doute nous en toucher un mot. Il est encore, sauf erreur de ma part aujourd'hui, courtier en assurance à Forêt, et surtout il est beaucoup impliqué dans le monde des InsurTech. Donc c'est vraiment les trois axes de ce podcast. Donc avec Bruno, on se croise régulièrement dans les salons, dans les congrès, le congrès FEPRABEL, les Vivium Digital Awards, ce genre de choses. Mais aujourd'hui, on va pouvoir prendre le temps de se connaître un peu mieux et surtout moi, de découvrir un peu son parcours et ce qu'il fait aujourd'hui. Donc voilà, Bruno, merci d'avoir fait le trajet jusque Liège. Avec plaisir. Liège n'est pas si loin de Bruxelles. Non, hein, non. Notre pays n'est quand même pas... Voilà, c'est toujours un plaisir de venir à Liège en plus, j'aime beaucoup. Voilà, magnifique. Écoute Bruno, on va commencer, je vais dire un peu comme d'habitude dans La Franchise en Prime. Je vais te demander de te présenter. Alors, présentation simple, j'ai 54 ans, 2 enfants, j'ai une formation à la base à l'époque ça s'appelait une licence en droit, maintenant on parle de master en droit. Économique et assurance, ça ne s'invente pas. J'ai commencé à travailler dans le courtage, dans un bureau de courtage traditionnel, région de Bruxelles, en 1994. Et puis, relativement vite, ce bureau, je vais faire simple, mon parcours a été racheté. Je me suis retrouvé dans le groupe Royal Belge, pour ceux qui se rappellent encore de cette époque. Oui, je me souviens. Donc, mon bureau est intégré dans un bureau national qui s'appelait Assurity, dont j'ai me suis occupé de plusieurs fonctions dans cette entreprise bureau de courtage national, donc le bureau de Bruxelles et puis la direction commerciale. Et puis il y a eu le rachat AXA Royal Belge et donc rechangement. Et puis je suis repassé dans un autre projet qui s'appelait Viaxis, projet donc qui visait à faire la collaboration, à gérer la collaboration entre groupes sociaux et et AXA. Et puis je suis rentré dans le groupe AXA. Carrément en tant que responsable marketing de cette entité et puis directeur adjoint d'une business unit AXA. Et j'ai quitté AXA en 2018 pour me relancer dans des activités personnelles. Parce que j'ai fait vite, mais entre-temps, dans ce parcours, j'ai lancé plusieurs activités entre-temps. Et donc, voilà, je suis redevenu entrepreneur et en même temps, effectivement, courtier en assurance avec mon épouse qui a une agence Fintro à Forêt. Ok, c'est dans ce contexte-là alors que tu as encore cette activité de courtier aujourd'hui. Voilà, donc je suis le responsable de distribution d'une agence Fintro et je m'occupe de la partie assurance, surtout business, parce que voilà, c'est mon parcours, je l'ai fait très vite, mais effectivement, mon parcours a toujours été orienté sur les corporate, et quand j'étais chez AXA, sur le corporate life, qui était la division dans laquelle je dépendais. Tiens, avant d'aborder les sujets dont j'ai prévu de discuter avec toi, je fais un peu ce constat dans le monde, on va dire, de l'insurtech ou de la digitalisation du monde de l'assurance. La plupart des acteurs sont quand même ceux qui parviennent, en tout cas, à quelque chose, à commercialiser un produit,
sont quand même des anciens, soit de compagnie, soit des anciens courtiers, soit les deux, comme c'est ton cas. Est-ce que tu penses que c'est indispensable? Est-ce que quelqu'un qui bon, moi, je suis peut-être pas un très bon exemple parce que j'ai quand même un pied dedans avec mes activités en tant qu'avocat spécialisé en assurance, mais quelqu'un qui serait pur tech, qui serait vraiment que dans le digital et qui se dit tiens, je vais essayer de pénétrer ce monde de l'assurance, c'est possible ou c'est tellement un monde particulier avec ses règles, son fonctionnement? D'instinct, je dirais que tout est toujours possible. Maintenant, je pense que le marché de l'assurance n'est pas un marché qui attire spécifiquement, directement un jeune entrepreneur. Et je pense que le fait que ça soit plutôt des anciens du secteur, que ce soit des courtiers ou des anciens de compagnie ou du secteur en tout cas, vient du fait que, en tant qu'acteur prenant part au marché, on se rend compte où sont les difficultés, là où il y a les pains, comme on dit, hein, là où il y a quelque chose à faire, et que du coup, si vous avez en plus l'esprit entrepreneurial, vous vous dites, puisque personne ne résout ce problème, je vais le faire moi-même. Ouais. Donc j'ai l'impression que c'est plutôt ça le chemin, c'est d'identifier une opportunité ou un besoin, et puis comme on y est, on y va, quoi. Mais peut-être que effectivement il y a d'autres profils qui se lancent dans l'insurtech from scratch, comme on dit, sans avoir un parcours. Après, la Belgique, la France, où je travaille sur les deux marchés, sont un peu différents. Sous le marché belge, il y a quand même, c'est quand même un tout petit secteur, c'est quand même quelques acteurs, c'est quand même très entre soi quand même. Ouais. Et je pense que c'est quand même plus compliqué de rentrer s'il n'y a pas un minimum de contact ou de cette connaissance du tissu assurantiel ou du marché de l'assurance. Bon. Sans doute qu'il y a une forme de crédibilité qu'on a quand on a déjà voire les deux pieds dedans, et sinon le réseau est peut-être un peu hermétique pour celui qui viendrait complètement de l'extérieur. Voilà, mais ça dépend. Si vous comptez renverser la table, vous avez besoin de personne. Donc ça te dépend. Si vous voulez plutôt vous insérer dans l'écosystème, je pense qu'effectivement il vaut mieux y aller diplomatiquement. Mais c'est vrai que c'est vraiment ce que tu dis. C'est quand on est déjà impliqué dans le monde de l'assurance, on fait peut-être l'économie de la recherche et de l'analyse des pain points dont tu parles, et donc de savoir c'est où les points de friction, c'est qu'est-ce qui doit être amélioré dans le parcours client, dans la manière de travail du courtier, les relations compagnie-courtier, etc. Donc il y a évidemment une forme de logique. Et donc tu disais que c'est ce qui permet d'identifier des opportunités. C'est plus nécessairement ce que tu fais le plus aujourd'hui, sauf faire de ma part, mais t'as pas mal travaillé sur les aspects conformité, notamment RGPD. Est-ce que alors c'est justement un peu l'exemple de ça, c'est-à-dire que en tant que consultant, enfin pas en tant que consultant, mais d'abord en tant qu'intermédiaire, tant au niveau bancaire qu'assurance d'ailleurs, mais donc tu as bien dû te mettre en conformité avec les nombreuses réglementations qui existent, et notamment celle du RGPD qui est arrivée, mais elle concerne tout le monde, mais enfin, qui est arrivée dans un monde du courtage où on brasse quand même beaucoup de données personnelles. Est-ce que c'est là où tu t'es dit, bon, il y a une opportunité, je me suis cassé la tête pour moi me mettre en conformité, donc je vais essayer d'en aider d'autres, soit sous forme de consultant, soit avec des produits? En fait, je vais t'étonner, mais en fait, pas du tout. Ah, okay. Rien à voir. Non, c'est le contre-exemple, finalement. Non, c'est pas le contre-exemple, mais c'est l'exemple de l'entreprise qui te submerge. Je vais l'expliquer de manière très courte. En 2008, j'ai lancé un projet lié à l'accompagnement des personnes qui déménagent. Ça s'appelait move.be. C'était un gros site avec partenariat Deleuze, Brico, enfin voilà, un gros site. C'était le principe de la boîte rose des naissances, mais lié au déménagement. Donc vous pouviez signifier votre déménagement sur notre plateforme et puis aller rechercher en magasin Brico une boîte cadeau avec des échantillons, des bons, etc., etc. Bon, c'était lancé 2007, 2008. Je rappelle qu'il y a eu une petite crise à ce moment-là, légère, oui. Ce qui n'a pas aidé à la pérennisation de ce projet. Et puis, effectivement, ce projet a continué à vivre différentes vies. Et un des axes de développement de ce projet était, je vais faire simple, court, était le fait que les agents immobiliers étaient notre premier apporteur d'affaires. Okay. Or, entre-temps, chemin étant, on est déjà 10 ans plus tard, 2017, on commence à parler du RGPD. Et 2018, il rentre en vigueur. Et à ce moment-là, tous mes partenaires disent « Ah, mais c'est bien vos bases de données, mais est-ce qu'elles sont RGPD compliant ?»
Et moi, comme à peu près la plupart des acteurs du moment, on dit RG quoi? Voilà. Et donc, en fait, je me suis lancé dans la démarche de la conformité réglementaire pour répondre à un besoin de pérennisation d'un business. Okay. Je voulais que mettre les agents immobiliers, qui étaient nos partenaires apporteurs de leads, en conformité pour pouvoir continuer une activité bien précise. Et donc, j'ai construit une société que j'ai fondée avec un associé avocat, Frédéric Deschamps, et ensemble, on a créé Data Privacy Box. Okay. Et Data Privacy Box a fourni des solutions de mise en conformité aux agents immobiliers français. Et on a des réseaux comme ERA, Orpi et des gros logiciels immobiliers français qui ont pris notre solution pour se mettre en conformité au RGPD. Et pour permettre d'alimenter en fait leurs partenaires en lead GDPR compliance, on dirait. Et donc voilà, donc c'est pour ça que je suis rentré dans le RGPD et que je me suis fait un peu submerger, parce que d'une activité qui devait être un accessoire à un principal, c'est devenu un principal et l'accessoire le principal est tombé en désuétude, puisque pour différentes bonnes et mauvaises raisons, on en reparlera dans les regrets éventuellement, ça n'a pas fonctionné au niveau de la partie déménagement, mais est restée la partie conformité qui m'occupe beaucoup pour l'instant. Ok, oui, c'est ça. Donc ici, c'était une demande spécifique qui a mené sur un projet beaucoup plus global. L'accessoire est devenu le principal, et aujourd'hui, effectivement, je travaille toujours sur la conformité réglementaire, principalement en France, des courtiers en assurance, avec des accords avec des grands groupes comme April Courtage, qui a 15 000 courtiers, Netvox, qui a 5 000 courtiers, partenaire Assurdeal, et je suis depuis maintenant quelques semaines, mois maintenant, reconnu par 2 associations d'autorégulation, à savoir Votre Asso et Anacofi. Anacofi, c'est l'association des conseillers investissements financiers en France, et Votre Asso, c'est une association d'autorégulation pour les courtiers. Et ensemble, elles représentent plus de 10 000 courtiers aussi, qui nous demandent d'aider leurs courtiers à se mettre en conformité réglementaire. On y reviendra peut-être plus tard. Et tu travailles toujours dans ce projet-là avec donc mon confrère Frédéric Deschamps de Lex4You? Tout à fait. Ok, super. Tout à fait. On reste 2 secondes là-dessus, si tu veux bien, sur le RGPD, même si c'est pas le sujet le plus sexy de tous, mais malheureusement on doit bien tous s'y plier, et moi qui traite aussi des données sensibles, notamment au niveau médical, avec tout ce qui est indemnisation de dommages corporels notamment. J'avoue que par contre, moi, je suis pas du tout spécialiste en matière de RGPD. Avec un peu de recul maintenant, on en est où au niveau, je te prends un peu de cours peut-être, hein, mais de l'autorité de protection des données? Est-ce qu'on commence à avoir des sanctions? J'ai vu passer de temps en temps quelque chose, mais plutôt des grosses boîtes ou autres. Est-ce que même des acteurs de type indépendant, PME, justement des courtiers en assurance, sont susceptibles de réelles sanctions aujourd'hui, ou est-ce que ça reste un peu une espèce de menace théorique? En tout cas, c'est comme ça qu'on l'aperçoit peut-être. Alors, tu me prends pas au dépourvu. Bon, pour une simple et bonne raison, c'est que, comme je vais terminer mon explication quelque part, c'est que ce fameux accessoire qui est devenu le principal, c'est devenu tellement le principal que depuis 2 ans, je suis le président de l'association des DPO de Belgique. Ah oui. Donc c'est pour dire que quand je fais quelque chose, j'y vais un petit peu à fond. Et donc de quelque chose qui devait être un projet accessoire m'a amené à créer une association, parce qu'en Belgique, il n'y avait pas d'association pour les DPO, et puis de cette association, on l'a fusionnée avec une autre association belge qui existait déjà, et j'ai été 2 années vice-président et 2 années président, et bien, ma présidence se termine maintenant. Donc, a priori, je maîtrise un petit peu le sujet que tu évoques. De nouveau, je peux faire la comparaison entre la Belgique et la France, parce que j'ai plus d'activités en France qu'en Belgique. Et pourquoi j'ai plus d'activités en France qu'en Belgique? C'est parce que, en Belgique, l'autorité de protection des données ne fait pas peur. Les agents, les courtiers ne s'inquiètent pas vraiment, mais pas plus que les autres acteurs économiques de leur respect ou non-respect. Regarde, moi qui suis pourtant avocat, la simple manière avec laquelle j'ai posé la question laisse entendre que est-ce qu'il y a vraiment des sanctions à la clé? Donc, le règlement général sur la protection des données s'impose à toutes les entreprises ou toutes les personnes qui détiennent ou qui gèrent des données personnelles dans le cadre de l'Union européenne, oui. Donc ça s'implique bien sûr aux courtiers qui traitent énormément de données à caractère personnel. Et surtout en Belgique, on traite encore souvent des données de santé, donc qui sont des données dites sensibles, donc avec un niveau de protection supérieur. Donc oui, ça s'impose à nous. Est-ce qu'il y a eu des courtiers contrôlés aujourd'hui? À ma connaissance, non. Est-ce qu'il y a eu des courtiers en assurance?
sanctionné, à ma connaissance, non. Maintenant, il faut savoir que les fédérations, que ce soit FEPRABEL, FVF, BZB, FEDAFIN, ont aidé aussi leurs courtiers à être dans les clous. Mais de nouveau, je fais la comparaison avec la France, où le sujet est beaucoup plus touchy, où les courtiers viennent vers nous pour obtenir tous les documents, toutes les procédures, tous les supports, les méthodologies pour se mettre en conformité, et en sachant que la CNIL est beaucoup plus derrière, et au-delà de la CNIL, il y a des contrôles croisés avec d'autres associations, d'autres autorités de contrôle, pardon. Donc, est-ce on doit être en conformité? Oui, bien sûr. Hein, voilà. Tout le monde, personne n'est censé ignorer la loi et donc et l'appliquer au quotidien. Est-ce que les courtiers le font globalement? Je pense que oui. Je pense qu'ils ont des pratiques qui respectent. Est-ce que tout au dernier carat est respecté? Sans doute que non. Est-ce qu'ils risquent quelque chose? Légalement, oui. Fonctionnellement, je n'ai pas l'impression. Il y a une, sauf erreur, il y a une procédure plus d'avertissement quand l'infraction n'est pas trop grave. Enfin, oui. Non, tout à fait. Mais aujourd'hui, comme tu l'as dit, c'est plutôt ou des grands acteurs ou bien l'autorité de protection de données, l'APD, choisit un axe de contrôle et le met en place. Et pour l'instant, le courtage n'a pas été considéré. Maintenant, je me livre un tout petit peu de prospective, mais j'ai lu récemment que ça n'a rien à voir, mais c'est aussi du contrôle et de la sanction. Le fisc commence à travailler, ça fait d'ailleurs longtemps, mais les outils s'améliorent, mais avec l'intelligence artificielle pour cibler les contrôles, ça s'y prête assez bien, le RGPD, de lancer, je sais pas moi, des bots qui seraient des robots, donc des algorithmes qui font le tour de sites web pour essayer d'identifier les infractions. Qui sait? Je veux pas après avoir donné l'impression de rassurer, commencer à faire peur, mais on peut imaginer que c'est des choses qui pourraient se développer. Oui, de toute façon, l'intelligence artificielle est déjà présente dans des formes dont on ne parlait pas avant, qui étaient déjà là depuis longtemps, et maintenant on en parle, c'est le sujet hype du moment, mais bon, voilà, les algorithmes, comme on disait avant, c'est jamais qu'une évolution de ce qu'on vit. Bien sûr, il y a beaucoup de questions sur l'utilisation des données à caractère personnel dans le cadre du RGPD et dans le cadre de l'IA. J'avais un courtier, un ami courtier qui me dit c'est super, j'utilise maintenant un outil je pense que c'était ChatGPT, je sais pas, pour répondre à tous mes emails, etc. Je dis mais écoute, c'est super, sauf que si tu es en version publique, ouverte, toutes les données que tu échanges, entre guillemets, avec ChatGPT se retrouvent partagées. Donc, c'est a priori pas du tout compliant au niveau RGPD. Et là, il y a eu un petit blanc. Non, ça c'est sûr. Et donc, il faut effectivement, si on utilise des nouvelles technologies, parfois il y a de l'analyse d'impact. Ça, c'est un processus prévu dans le RGPD, donc il faut prévoir qu'on fasse une analyse d'impact donc sur les données à caractère personnel, vérifier si ce qu'on fait a un impact. Et clairement, l'IA est un sujet en cours. La CNIL a publié des choses, les autorités européennes publient des choses sur le sujet. Si c'est ChatGPT, on parle ici le 1er mars 2024, mais tout va tellement vite qu'on verra plus tard. Mais en tout cas, aujourd'hui, dans ChatGPT, il n'y a que la version entreprise ou la version team, équipe, qui assure à l'utilisateur de ne pas faire usage des données encodées. Donc même la version payante aujourd'hui, la 4, ça permet quand même à OpenAI de traiter les données. Donc c'est clair qu'on est dans une forme d'infraction. Donc en tout cas, il y a une envie d'avancer de beaucoup de courtiers, et je les comprends, parce que c'est un métier qui malheureusement aujourd'hui est encore très peu automatisé et encore très chronophage, sans compter d'autres aspects qu'on peut évoquer plus tard. Et donc l'intelligence artificielle peut nous ouvrir, nous aider à faire des choses et à améliorer les choses, à rendre le métier éventuellement plus je vais dire sexy pour les jeunes qu'on a difficile à recruter, ou même le personnel qu'on a difficile à fidéliser. Et donc le fait d'avoir effectivement des technologies qui aident, qui assistent, peuvent effectivement pallier soit au manque d'effectifs, soit rendre les gens plus efficients, et donc leur fournir un travail plus gratifiant. Donc c'est certainement une très belle piste pour le courtage, mais notamment sur l'aspect compliance et règlement général de protection des données, c'est un élément sur lequel il faut effectivement peut-être pas se précipiter, mais envisager ça comme des évolutions à maîtriser, à tenir en compte. C'est ça, pour moi, la clé, l'enjeu, c'est en tout cas de connaître, maîtriser, connaître.
je dis ça a l'air facile, mais il y a tellement de choses. Mais enfin, de maîtriser plus ou moins ce qui se passe, parce qu'il y a deux camps. Hein. Je pose souvent la question quand je donne des conférences qui abordent notamment la question de l'intelligence artificielle, c'est menace ou opportunité. C'est la question bateau, hein, parce que c'est le titre d'une conférence sur deux quasiment sur le sujet, mais c'est la réalité. On va se retrancher plutôt dans le camp des enthousiastes, des technophiles qui voient sans doute ce dont tu parlais, les opportunités d'automatisation et d'amélioration du service, de la qualité, ou au contraire, on va peut-être et en partie peut-être à raison, être plutôt du côté de oui, mais enfin tous ces emplois qui vont disparaître, la manière dont ça va affecter mon métier, etc. Là-bas, c'est d'essayer de comprendre ce qui se passe, parce que les outils qui existent, ils sont très impressionnants, tous ceux qui sont en tout cas dans la famille de l'intelligence artificielle générative, mais il faut pas remplacer tout le monde, hein, à part peut-être, là, je dois bien le reconnaître, les traducteurs, ça devient quand même compliqué, mais je donnais récemment encore l'exemple d'un courtier. C'est quand même pas encore ChatGPT qui va aller faire ses expertises et les rencontres clients. Donc, l'idée, c'est vraiment toujours de se dire que c'est une évolution, enfin en tout cas c'est la manière dont moi je pense, c'est une évolution presque naturelle de l'informatique, parce que finalement ça reste quand même des requêtes à une machine avec des algorithmes qui répondent. La seule différence, c'est que ici c'est plus aléatoire, puisque l'IA générative est créative, et donc il y a une part d'aléatoire parce qu'elle répond pas toujours la même chose, alors que jusque-là un ordinateur c'est binaire et tu lui demandes quelque chose, c'est toujours la même réponse. Mais à part cette nouveauté-là, ça reste un outil informatique qu'on doit utiliser avec ce qu'il sait faire et continuer à faire ce qu'il ne sait pas faire. Et là, l'humain continuera à avoir cette plus-value, et le courtier en particulier. Et bonne transition, tiens, Bruno. J'allais parler de ce qu'il fait le mieux, le courtier, c'est la relation client. C'est la manière de viser la satisfaction de ses clients, donc des assurés, et pour parler de quelque chose d'un peu plus sexy que le RGPD, tu travailles beaucoup là-dessus avec un produit qui s'appelle InsureAdvice, dont j'aimerais que tu me parles un petit peu. C'est une espèce de Google Business Profile plus. Alors, j'ai terminé la boucle qu'on avait prise. Ouais, donc, pour moi, il y a opportunité ou danger, c'est un non-sujet, puisqu'en fait, on ne va jamais à l'encontre des évolutions. Donc, l'évolution, elle est là, et les évolutions s'imposeront. La société fait, en tout cas, jusqu'à présent, ne fait pas marche arrière. Donc, je pense qu'on ne va pas aller en marche arrière. L'IA va continuer à s'imposer, et on parlera d'autres projets que j'ai, notamment qui mélangent IA et conformité réglementaire. Mais par rapport à ce que tu évoques maintenant, c'est-à-dire la satisfaction client, c'est dans la même idée. C'est montrer que l'évolution, elle est là, et qu'il faut l'appréhender, la prendre avec soi, même si on en a peur, plutôt que faire l'autruche. Donc, InsureAdvice, c'est un projet, en fait, qui est relativement neuf pour le secteur de l'assurance, que j'ai lancé maintenant après le Covid, en vrai dire. Et c'est un projet que j'avais d'abord lancé dans l'immobilier. Donc, les agents immobiliers. À nouveau. Voilà, de nouveau, oui. Les agents immobiliers avaient été un peu servis en avant, si je peux me permettre. Et donc, en Belgique, on a une plateforme qui s'appelle Real Advice, qui fait la récolte d'avis clients pour les prestations des agents immobiliers. Et puis, pendant la période Covid, comme tout le monde était bloqué chez soi, en berger, etc. Et je me suis dit, mais en fait, c'est un peu bête. Ce qu'on a fait depuis quelques années pour les agents immobiliers, on devrait aussi le faire pour nous, courtiers, puisque une grande partie du nouveau business du courtage, il vient du bouche à oreille. Donc, le marché du courtage en assurance en Belgique, il est relativement inélastique, donc il ne grandit pas vraiment, à part quelques nouveaux risques qui arrivent et quelques nouveaux occupants arrivant, mais grosso modo, le marché il est assez inélastique, et donc on ne fait que déplacer, prendre des affaires à d'autres réseaux ou à d'autres collègues. Donc, qu'est-ce qui se passe? Un des éléments déclencheurs d'un changement, c'est l'insatisfaction vis-à-vis de sa compagnie, l'insatisfaction vis-à-vis de son courtier éventuellement, ou de son canal de distribution. Et donc, je suis parti du principe que dans le métier des courtiers en assurance, il y avait un manque de maîtrise de cette relation client, de cet avis client, alors que d'autres secteurs, et
Tu parlais de personne prend un hôtel aujourd'hui sans aller voir sur TripAdvisor ce qu'on en dit. Personne ne va dans un restaurant ou dans un lieu touristique sans aller voir les avis. Pourquoi on ne regarderait pas les avis pour ses courtiers en assurance, pour son courtier en assurance ou son canal de distribution d'assurance? Et donc, c'est un leurre de croire que les courtiers ne sont pas analysés. Simplement, aujourd'hui, j'ai fait une enquête, j'ai pris les 100 premiers courtiers qui apparaissent sur Google à Anvers, à Anvers et à Bruxelles. Et la moyenne, c'est qu'ils ont, en général, 3-4 avis Google. Ah, en tout? En tout. Ah, c'est incroyable. Donc, c'est vraiment assez mauvais. Donc, voilà. Et comment faire pour avoir plus d'avis? Il n'y a pas de 10 000 solutions, il faut les solliciter. Donc, il faut aller chercher les avis. Et donc, notre plateforme, InsurAdvice, vise effectivement à automatiser la sollicitation d'avis clients. Et en fait, les courtiers sont souvent, dans un premier lieu, un peu rétifs en disant « Oui, mais je vais avoir des mauvais avis. » Oui, bien sûr. Ils ont toujours peur, etc. Et en fait, c'est l'inverse qui se passe. Je prends mon exemple, parce que nous, on l'a fait pour notre bureau à Forêt, qui est pourtant une toute petite agence en assurance, une agence bancaire. Et grâce à une intégration qu'on a fait avec Penbox, une autre InsurTech que tu as eu ici, on a fait une intégration entre nos deux solutions. Et lors de la mise à jour des fiches clients, et ça nous ramène au RGPD d'ailleurs, grâce à ça, on met à jour la fiche client et RGPD, donc on respecte nos obligations de mise à jour des fiches clients. Et en même temps, on a glissé une question de satisfaction. En 2 semaines, j'ai eu 150 avis qui m'ont donné un Net Promoter Score, donc un avis, une note entre 0 et 10. Donc, à savoir, les 10 sont les ambassadeurs, 9, 10 sont vos ambassadeurs. En dessous de 7, pardon, ce sont plutôt des 6, ce sont des détracteurs. Et puis, il y a le milieu, le ventre mou. C'est quoi un ambassadeur? C'est quelqu'un qui, lors d'un dîner de famille ou dans une réunion entre collègues, quand on va parler assurance, il va dire « Ah, ce bureau, c'est top, ils sont top, et c'est super. » Donc, c'est ceux qui vont parler de vous instinctivement. Les neutres, ils vont ni interagir, ni dire du bien, ni dire du mal de vous, ils vont pas en parler. Ils vont pas prendre part à la discussion. Et les détracteurs, eux, vont dire « Ah oui, mais ce bureau-là, il était pas bon. » Et ça fait du mal. Voilà. Et donc, c'est important de mesurer cela, d'avoir une maîtrise de cela. Et donc, notre outil, InsurAdvice, permet de faire ça. Donc, on est intégré aujourd'hui dans Broker Cloud et d'une certaine manière à Brio, donc je vais y venir si on veut, mais pour permettre de solliciter. Donc, on Penbox, Brio, Broker Cloud ou par autre technologie qu'on a, on va chercher des avis. Et on va chercher les avis à quel moment? Dans la customer journey d'un client, on va chercher lorsqu'on vient de l'accueillir dans notre bureau, comment vous nous avez connus, est-ce qu'on vous a bien accueilli, comment ça s'est passé? C'est la première occasion de mettre un thermomètre sur la relation client. Le deuxième, c'est on prévoit de faire 1 an après la mise en relation, de voir comment se passe en fait la relation qu'on a avec le client, puisque c'est une des spécificités du courtage, c'est que en fait on a des portefeuilles de clients et parfois les courtiers oublient que derrière les portefeuilles de clients, ce sont des clients, d'accord, donc je pense commission versus client, si je peux me permettre l'expression, et donc il se passe souvent rien la première année, et heureusement. Parce que le client, il a souscrit chez vous, il n'a pas eu de sinistre et on ne demande pas qu'il y ait des sinistres tous les ans, et lui non plus d'ailleurs. Et qu'est-ce qui se passe? Il se passe peut-être pas grand-chose. Donc, comment rester en contact avec des clients qu'on ne voit pas, qui ne vous appellent pas, qui n'ont en fait pas besoin de vous? Donc, là aussi, c'est une opportunité de poser la question, de rappeler qu'on existe et de rajouter une petite question sur est-ce que vous voulez qu'on fasse un check-up de vos assurances? Est-ce que vous avez... en même temps une opportunité, évidemment. On peut vérifier s'ils n'ont pas l'épargne pension, s'ils n'ont pas l'assurance auto, on peut faire du +1 et puis dire, tiens, on rajoute une question en disant, tiens, est-ce que vous voulez qu'on aborde? Voilà. Donc, c'est une opportunité de rester en contact et de prendre des informations, toujours le baromètre de la satisfaction. Et puis, troisième cas de figure, c'est après sinistre, le moment de vérité dans le domaine de l'assurance. Est-ce que les couvertures qu'on m'a proposées ont été conformes à ce que j'attendais? Est-ce que la compagnie est intervenue? Comment le courtier a joué son rôle d'intermédiaire et d'ambassadeur du client? Comment ça s'est passé? Et donc de mesurer la satisfaction après sinistre. Et puis, on peut également mesurer la satisfaction dans le cas d'une campagne de mise à jour de la fiche client. Ça, c'était ton premier essai. C'est ce que j'ai fait avec Penbox. On a eu 150 avis. Donc, je rappelle que la moyenne des gros bureaux, les 100 premiers gros bureaux d'Anvers et de Bruxelles, c'est 5 avis. Et moi, en 2 semaines, j'ai 150 avis sur un tout petit bureau. Et là, maintenant, j'ai du coup de la matière à expliquer et à démontrer
Et je vais venir vraiment à l'intérêt, tu vas vraiment le comprendre, l'intérêt à mettre en place ce genre de pratique. Et puis, le dernier cas de figure, c'est les clients qu'on perd. Alors, les clients qu'on perd, parce que... Le churn, comme on dit. Churn, l'anti-churn, donc essayer d'éviter. Mais quand on n'a pas su l'éviter, c'est savoir le pourquoi. Pourquoi on les a perdus. Alors, parfois, ça peut être une suite d'une insatisfaction. Voilà. Et on peut essayer, grâce aux outils qu'on a mis en avant, savoir quelle était l'origine de cette insatisfaction. Soit c'est quelque chose tout à fait extérieur, un déménagement, un changement de carrière, ou l'achat de hypothécaire et puis la banque qui a pris les assurances, ça, peu importe. Et donc, c'est important de savoir aussi les raisons pour lesquelles on perd ou on a perdu des clients. Et ça aussi, ça permet de faire un pilotage. Moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est un élément sur lequel je travaille, je reviendrai après, mais c'est le manque de pilotage global des courtiers. J'ai l'impression qu'on travaille un peu trop à l'encaissement, plus qu'à autre chose. Or, le métier de l'assurance a ceci de spécifique, c'est que grâce à l'indexation des primes, votre portefeuille, si vous le gérez correctement, il grossit d'année en année de manière organique, parce que les primes sont indexées, etc., etc. Et donc, on a tendance à regarder juste son revenu et dire « Ah, mais oui, c'est bon, j'ai fait plus 5, j'ai fait plus 10. » En valeur absolue, c'est bien, ça monte. Puis, en fait, il faut après regarder en valeur de satisfaction. Dans la valeur immatérielle d'un bureau d'assurance n'est pas que les commissions, c'est une des parties de la valeur d'un bureau. L'autre valeur, c'est la relation client. Parce que si un jour vous êtes amené à céder votre portefeuille d'assurance, vous allez céder les deux parties. La partie encaissement, commissionnement, ce que vous génère ces clients, mais également la relation client. Et comment vous pouvez céder quelque chose dont vous n'avez absolument pas de mesure, pas d'éléments objectifs pour dire si globalement on vous voit bien, si les gens vous apprécient, etc. Donc pour moi, c'est vraiment un élément de pilotage indispensable. Et au-delà du fait que ça devient un élément de pilotage indispensable et de valorisation de la valeur immatérielle d'un bureau, c'est aussi une opportunité, après, au choix du courtier, de la diffuser. Parce que notre outil permet de faire deux choses. C'est d'une part récolter de l'information, de la data. On revient à la data. Oui, c'est ça. Mais là, c'est de l'interne, c'est vraiment du processus mais interne. Savoir, est-ce que mon département sinistre, ça se passe bien? Est-ce que éventuellement dans mon département sinistre, parce que je donnais un exemple dans l'immobilier, on avait une grosse agence immobilière à Bruxelles qui avait une excellente satisfaction. Puis tout à coup, on voyait que sa satisfaction commençait à diminuer. Et grâce à nos outils, on a pu dire, c'est pas tout le monde, c'est une personne dans votre équipe qui a un niveau de satisfaction comparé aux autres qui est beaucoup moins bon. Et du coup, ça permet à l'entrepreneur qui est derrière le poste de pilotage d'aller vers cet employé, ce collaborateur, et de voir qu'est-ce qu'il y a qui ne va pas. Est-ce qu'il n'est pas content? Est-ce qu'il est mal formé? Est-ce qu'on lui donne pas la clientèle qui correspond à son profil? Par exemple, dire, tiens, mais ça marche mieux avec les personnes de plus de 40 ans, arrêtons de te donner des jeunes. Je donne des exemples. Oui, mais je comprends tout à fait. C'est du pilotage. Du pilotage et de l'amélioration. Et donc, dans un premier temps, Insuradise permet un patron d'un bureau de piloter son entreprise sous un autre angle, sur la vision de ses clients, au lieu d'avoir uniquement sa vision à lui, de sa petite satisfaction personnelle. Non, il a le retour de ses clients. Et si, effectivement, ce qui se passe dans plus de 90% des cas, 90% des cas, pardon, les courtiers... Oui, quand tu dis que tu travailles plus en France, c'est pas, manifestement, c'est pas de la blague. Oui, je suis quand même tous les jours en contact avec des courtiers français, et c'est vrai que du coup, on s'habitue à employer les phrases à la française. Mais donc, effectivement, plus de 90% je dis pas 80 parce que ça serait un peu Pareto classique, mais non, je pense que vraiment plus de 90% des courtiers vont avoir des avis positifs. Ils seront déstressés. Ils auront cet aspect de pilotage, et puis surtout, ils auront l'opportunité de le diffuser vers l'extérieur. Et ça, c'est le deuxième volet de notre outil, c'est que on permet de diffuser ces avis positifs sur Google Advice, parce qu'on reposte les avis positifs sur Google Advice. On a notre propre, dans les Google Business Profile, si vous voyez ce que c'est, lorsque vous faites une recherche sur Internet, vous avez notre propre niveau de propre satisfaction Insuradvice qui apparaît dans la fiche Google Business Profile. En plus des advice. Une espèce de widget, Non, c'est une ligne. Une fois que vous avez suffisamment de niveau d'enquête de satisfaction qui respectent les chartes imposées en la matière, vous êtes référencé par Google comme les TripAdvisor, etc. Donc ça se trouve là. Ça, c'est bien, puis on permet au courtier de publier ça sur son site web grâce à un widget ou à un iframe. On lui permet de diffuser à la demande les avis positifs ou d'ailleurs sur Facebook et LinkedIn. Et on discute pour l'instant avec Brocom pour pouvoir poser aussi ce widget, cet iframe de satisfaction sur les pages courtage qui se trouvent sur courtier en assurance. Oui, je vois. Oui, et donc,
le courtier peut déjà prendre pour lui l'outil, et c'est vraiment important comme outil de pilotage, me semble-t-il, d'avoir une vision et de ce que les clients pensent de vous. Et puis, si vous êtes déstressé de cette vision et que vous voyez qu'en fait, vos clients vous apprécient votre bureau, et c'est ce que, globalement, je répète, le courtage va vivre, eh bien, effectivement, vous allez pouvoir le publier. Et si vous étiez dans le petit pourcentage de courtiers qui vit une mauvaise relation avec ses clients, c'est d'autant mieux de le savoir. Oui, parce que sinon, on va quand même dans le mur. Et pouvoir réagir, pouvoir se rendre compte que l'image que vous projetez de vous-même n'est pas celle que les clients ont de vous. Et c'est vraiment un de nos premiers clients courtier en assurance spécialisé dans l'art, Ekman Art pour les citer, qui nous a vraiment incité à développer cette volet-là, parce qu'ils ont vraiment adapté leur marketing de communication client en fonction de ce que disent leurs clients. Puisque leurs clients étaient satisfaits de certains points forts. Autant mettre ça en avant, évidemment. Et leur équipe marketing, il faut avoir une équipe marketing, mais ça on en parlera des courtiers qui ont une vision, mais ils ont transformé ils ont utilisé ce matériel pour augmenter encore leur image de marque et leur fidélisation et leur image vis-à-vis de profils équivalents. Puisqu'en fait, le courtage a des clients relativement assez homogènes. Donc, un courtier, soit c'est une répartition géographique, soit c'est une répartition socio-économique. Ouais. Je rentre pas dans les détails, mais vous comprenez. Et donc, le principe, c'est de dire, si mes pairs m'ont reconnu comme une certaine satisfaction, il est fort à parier que toutes les personnes qui ont le même profil, ce qu'on appelle la preuve sociale, vont avoir le même avis. Et donc, ça rassure énormément. Et donc, votre bouche à oreille vraiment croît et apporte une amplification. D'où ton excellent slogan, le bouche à oreille 2.0, puisque c'est vraiment ça. Et j'apprécie vraiment tout ce que tu dis. Ça me parle énormément, même si je reste scotché des chiffres que tu donnes, 3-4 avis par courtier, en parlant en plus de bureaux importants. Mais j'en ai discuté avec pas mal d'amis courtiers. Et il y a ce blocage effectivement du risque du mauvais avis. Et là, tu viens vraiment bien de l'expliquer. Il faut assumer les quelques mauvais avis inévitables. Ça, c'est sociologique. À un moment donné, il est inévitable que quelqu'un ait une mauvaise expérience contre laquelle on ne sait rien faire. Mais alors, un autre élément qui est un peu paradoxal, j'ai envie de dire, c'est que quand on parle d'avis client, d'analyse de la satisfaction, ou en tout cas de l'avis des clients, c'est plutôt justement le mauvais avis qui arrive de manière tout à fait inattendue, peut-être parfois en frôlant la diffamation, parce que ça existe effectivement en ligne, et de se retrouver dépourvu en disant mais enfin regarde-moi ça, j'ai sur ma page Google Business justement un avis, c'est pas du tout vrai ce qu'il raconte, etc. Et là c'est pas évident de réagir a posteriori parce que il y a des méthodes et la gestion de la e-réputation, il y a des techniques, on peut d'ailleurs l'assurer, je suppose que la plupart des courtiers qui nous écoutent le savent, mais c'est quand même beaucoup plus compliqué de travailler a posteriori sur une page où il y a 4 avis dont un très mauvais qui amène peut-être le score global en plus à 2,5 et en plus avec une phrase qui est très très discriminatoire pour le courtier ou en tout cas très très pénalisante parce que oui on peut essayer de noyer mais alors on va essayer d'aller chercher des avis mais après coup ça prend un certain temps alors que si cet avis mauvais qui pend au nez de tout le monde, j'y suis déjà passé, tout le monde y passe à un moment donné. Il y a des hurluberlus qui passent leur temps à ça. C'est peut-être les mêmes qui laissent des commentaires diffamants sur les articles de la DH ou de Sud Presse. Mais si on a 90, 90, 150, 200 avis sur sa page, il est noyé. Et on n'a pas à faire justement ce qu'on appelle le noyage après coup pour essayer de faire disparaître ses avis. À ce niveau-là, moi j'ai une vision que je peux partager avec toi, c'est que un avis négatif, pour moi, c'est tout à fait positif d'en avoir. Oui, après, moi, ici, je parlais vraiment de l'avis. Tu sais, t'as beau avoir travaillé de la meilleure des manières, d'avoir pris soin aux petits oignons de tout le monde, à un moment donné, un demi-fou, tu risques d'en avoir un. Alors, et ça, c'est paradoxal parce que c'est ce qu'il y a de plus anecdotique, finalement. C'est rare, mais ça existe. Et en tout cas, c'est mon impression, mon feeling. C'est ce qui fait peut-être le plus peur et ce qui embête le plus un courtier comme d'autres professionnels d'ailleurs. Là, je peux quand même rassurer sur différents éléments qui existent et puis l'évolution qui est même judiciaire qui évolue à ce niveau-là aussi. C'est que, bon, un avis négatif d'abord, pour moi, c'est
c'est la réalité. Ça va arriver. Moi, j'ai eu dans la 150 avis, on a quelques-uns qui disaient, voilà, suite à un sinistre, j'ai pas obtenu ce que je pensais, etc. L'important, c'est d'écouter, c'est de l'empathie avec son client, c'est de lui répondre tout de suite. Dire, désolé, on a compris, on comprend votre problème, et on ne se justifie pas, on l'écoute et on donne une réponse qui a du sens. Donc ça, c'est l'élément le plus important. Alors, je rassure les courtiers, c'est que sur notre plateforme, on a prévu toute une série toi, évidemment, là, je parlais de l'exemple de Google simple. Voilà. Mais je vais y venir. Et puis, tout ce qui est vraiment diffamatoire, injurieux, clairement contraire ou un concurrent, etc., il y a une charte qui existe chez nous, qui est une charte qui vient du système français en l'occurrence, qui vient d'une loi, d'une disposition, d'une directive européenne d'ailleurs de mémoire, sur les avis, les avis réels. Et donc vous avez l'autorisation de neutraliser ce genre d'avis. Ce qui n'est pas du tout possible, par contre, ce qui est beaucoup moins facile avec Google, puisque c'est des algorithmes. J'ai déjà tenté, même avec ma casquette d'avocat, il faut avoir un jugement, Google, il faut l'envoyer, et encore, même en envoyant un jugement, parfois c'est compliqué. Donc, être obligé d'aller jusqu'au tribunal pour faire condamner un utilisateur, souvent anonyme, et sans être certain que derrière le jugement suffira. Donc ça, c'est vrai que c'est sans doute un des avantages d'une solution comme la tienne. Comme tu l'as dit, c'est le fait de solliciter les avis globalement de l'ensemble de ses relations clients, de l'ensemble de son portefeuille, fait qu'on a un grand nombre d'avis. Et dans ces grands nombres d'avis, il va y avoir quelques avis négatifs qui ont du coup l'effet de montrer que votre système de récolte d'avis est pas du fake, comme on dit aujourd'hui, qu'il est réel, qu'il est la vraie transposition de ce que les gens pensent de vous, et que ce n'est pas simplement votre famille, vos amis et les quelques copains qui ont donné les 5 avis qui se trouvent sur votre page. Non, il y a suffisamment d'avis. D'ailleurs, il vaut mieux, sauf erreur de ma part, tu as peut-être des vrais chiffres, mais il vaut mieux avoir 4 ou 4,5 sur 5 que 5 sur 5, hein. Et 8,5 sur 10 que 10. Parce qu'à un moment donné, ça donne cette impression que, à un moment donné, personne ne peut avoir 10 sur 10. Oui, je trouve que c'est humain, c'est bien. En tout cas, moi, je trouve que je suis rassuré par quelqu'un qui a, 4,5 parce que je me dis, pas plaire à tout le monde, et c'est presque étonnant d'avoir quelqu'un qui a le maximum à un moment donné. En tout cas, avoir un certain nombre d'avis est représentatif. Et donc, pour parler de ce qu'on vit avec l'agence bancaire de mon épouse, on a effectivement on utilise aussi Google, et on a d'excellents avis. On a quelques avis qui ont été émis par des personnes qui n'étaient pas de notre agence, etc., à qui on a répondu. Et en fait, on voit qu'aujourd'hui, on a des gens qui viennent à l'agence, qui nous contactent, qui disent « je viens chez vous parce que vous avez les meilleurs avis ». Oui, c'est sûr. Donc, comme tu le disais tout à l'heure, quand tu vas manger un bout, quand tu vas à l'hôtel, ça devient une évidence. Et c'est d'ailleurs étonnant qu'il y ait cette je vais pas dire résistance au changement, mais enfin c'est un peu ça, à s'adapter à des systèmes de récolte d'avis, parce que j'ai beaucoup aimé tout ce que tu as expliqué, avec notamment la question d'identifier pour quelles raisons un client part. C'est vrai que si on n'a pas de système de récolte d'avis et d'enquête de satisfaction, on sait juste regarder les statistiques. Et encore, quand on regarde le churn dont on parlait, donc le taux d'utilisateurs qui quittent. Et moi, je fais un peu l'analyse de plus en plus quand je regarde le courtage ou l'assurance. En fait, c'est que c'est un business d'abonnement. C'est un business d'abonnement, puisque on paye une prime, une forme d'abonnement annuel, en plus parfois les fractionner. Donc c'est vraiment un abonnement parmi d'autres. Or aujourd'hui, l'assuré, quel que soit son profil socio-économique, son âge, il a un abonnement entre guillemets d'assurance à côté d'autres abonnements, en prenant les plus basiques comme Netflix, téléphone, etc. Or, les gros acteurs qui offrent ces abonnements-là, ils savent que c'est une priorité absolue, l'expérience client, la satisfaction client. Et donc, plus le temps passe, plus on évolue, même là on parle d'une évolution de société, plus il y a peut-être un risque qu'un petit gouffre, en tout cas qu'un écart se crée entre les abonnements de ces majors, de ces grosses boîtes, et les assurances, d'où je suppose aussi les opportunités que saisissent certains acteurs du direct ou du 100% digital, etc., qui misent peut-être tout sur l'expérience et la satisfaction client. Alors je dis pas ça pour faire peur, je dis que c'est juste un constat, qu'à un moment donné, il faut aussi en plus faire le constat que ça coûte plus cher d'acquérir un nouveau client que d'en garder un, et donc c'est peut-être
mieux de se focaliser sur la fidélisation que sur un énorme effort marketing pour en faire venir, parce que si le churn dont on parlait, pour utiliser encore une fois ce mot un peu barbare, augmente fort, c'est bien beau d'amener plein de nouveaux abonnés, mais assurer, finalement j'ai de lapsus, et donc identifier pour quelles raisons quelqu'un part, c'est hyper important, parce que parfois c'est pas du tout nécessairement pour des mauvaises expériences, c'est peut-être une opportunité qui a été vue ailleurs, et j'ai souvent entendu des courtiers me dire, mais enfin s'il me l'avait dit, j'ai ça moi aussi, ou j'aurais pu demander à la compagnie telle couverture ou tel effort. Mais quand on sait pas pourquoi le client part, on sait même peut-être pas qui part nécessairement tout de suite. Donc oui, tout à fait. Ben l'élément en plus, je pense, deviendra encore plus prégnant pour les courtiers en assurance suite à l'entrée en vigueur de la nouvelle réforme sur les renoms, sur la résiliation, ouais. Puisque on aura un abonnement de service, comme tu l'as dit, envers ses compagnies et donc de son intermédiaire résiliable mensuellement. Et c'est comme ça donc, que les abonnements dont je parle, on peut tous les résilier sans préavis. Donc si on se rapproche de ça, donc effectivement. Je pense que l'élément, ma réflexion à travers tous les éléments que je développe depuis maintenant des années, c'est l'idée d'avoir ce que j'appelle un courtier stratège. Et le mot ne vient pas de moi, mais de mon ami Guillaume Rover d'Assurdeal en France, le courtier stratège. Et j'aime beaucoup cette expression et je la prends maintenant pour mienne. Et donc, c'est vraiment de dire, on est effectivement dans un monde qui évolue, un monde où le digital et le physique se complètent. Courtier figital. Le figital, quand les Feprabel, entre autres, aiment beaucoup, et les Brocom utilisent cette expression-là à juste titre. Oui, ça veut clairement bien dire ce que mais les courtiers sont encore un peu trop physiques et pas encore assez digital. Alors, je les blâme pas. C'est une évolution générationnelle, et c'est aussi un problème de compréhension de l'offre qui leur est faite. Et je vais balayer devant ma porte, comme on dit. Si vous regardez les Vivium Digital Awards, il y a 26 InsurTech qui sont référencés sur leur plateforme. 26 InsurTech. Donc, si vous êtes courtier en assurance, tout le monde vous dit que vous devez vous digitaliser, que vous devez être à l'écoute de vos clients, que vous devez automatiser, faire ceci, etc. Mais vous avez 26 offres qui doivent répondre ou qui prétendent répondre à tout ou partie surtout partie de votre problématique. Et donc, pour un courtier, ça devient compréhensible qu'il se bloque en quelque sorte. Oui, parce qu'il y a cette pression top-down de dire digitalisez-vous. Mais avec quoi? Mais avec devant, quoi? Avec qui? Oui. C'est comme si vous veniez chez un client, et je prends l'analogie, prends un courtier, moi qui suis courtier, donc si je viens chez un client et je dis voilà, il y a 26 offres d'assurance auto, et je vous en offre, voilà, laquelle vous voulez? Le client va jamais choisir. C'est impossible. On sait très bien que nous, en assurance, on essaie d'en proposer 3 si on veut être conforme à la réglementation, et souvent on n'en propose qu'une. Il faut être transparent. Et le client vous suit en disant je vous fais confiance. Il faut être clair, il y a aussi quand même la question du coût, parce que en matière d'InsurTech, comme avec tous les abonnements dont je parlais, on est en train de se faire une lasagne d'abonnements. Je sais pas toi, mais moi parfois je dois aller vérifier sur ma carte Visa les abonnements que j'ai toujours en cours. Il y a des choses que j'avais complètement oubliées. Et donc, comme quasiment tous les business aujourd'hui commencent à basculer sur un modèle d'abonnement, il faut aussi pouvoir rationaliser les choix et les choix de solutions sous abonnement. Et donc pour moi en tout cas, c'est un projet qui me tient à cœur et qu'on commence à construire entre quelques InsurTech, donc avec lesquels on se parle. C'est assez marrant, c'est qu'on s'est retrouvé à Paris au salon du courtage avec 4 ou 5 InsurTech belges sur bon signe, ça, sur le c'est bien. salon. Oui, on s'exporte aussi, parce que le marché belge a parfois aussi ses contraintes et le marché français a ses opportunités. Et donc, on s'est retrouvé là et puis on a entamé cette discussion de dire, mais en fait, on va tous voir les mêmes personnes. On essaie tous, entre guillemets, de leur vendre notre service. Mais est-ce que ça ne crée pas plus de confusion que d'avantage ? Et donc, avec 4-5 partenaires, et on va, je pense, en fédérer plus dans un avenir proche, on réfléchit à cette approche différenciée, et donc de revenir vers le courtage, non plus en leur disant prenez InsurAdvice, ce que je conseille bien entendu, et Wiz, pour citer un exemple, ou bien Louise, WeGroup, ou bien Open Broker avec son système de... Voilà, il y en existe. Penbox, on a cité tout à l'heure, voilà. Tellement, c'est plutôt que de travailler par vente de produits de services, c'est vendre une expérience utilisateur. Et c'est de dire,
quel est le métier du courtier? Quel est le métier du courtage? Il y a de la relation client, il y a de l'administratif, il y a de la finance, il y a de la gestion de sinistre, il y a de la compliance. Enfin, il est divisé en quelque sorte le métier du courtier par cohérence fonctionnelle. Enfin, je sais pas si je peux. Si je vois ce que tu veux dire. Et puis de voir dans ce cadre-là quelles insurtech apportent une valeur ajoutée. Et puis montrer qu'on peut l'intégrer au processus opérationnel, parce qu'aujourd'hui c'est un peu rien ne se parle. Cloisonné. Et je vais dire que Brio ne nous aide pas beaucoup à ce niveau-là, puisque le logiciel qui est majoritairement en place et distribué au niveau du courtage n'a fait qu'une très récente ouverture vers les insurtech avec les API, les API, mais qui sont hors de prix. C'est impossible de tenir un modèle économique avec leurs API. Donc on peut espérer que ça va évoluer, mais c'est montrer que en fait ça ne fonctionnera pour tout le monde en Belgique que lorsqu'on aura repensé le modèle de distribution de l'insurtech dans le cadre d'une fonctionnalité. Donc intégrer ça dans le package business Brio pour prendre les uns ou Broker Cloud pour prendre les autres, et d'arriver à fournir des solutions intégrées qui vont s'utiliser à l'insu de leur plein gré, comme je dirais, hein, en disant que en fait ils vont pas se rendre compte que c'est tel ou tel insurtech. Ce qu'ils veulent ce qu'on veut nous en tant que courtier, c'est le résultat. C'est que ça marche, quoi. Pour le dire clairement. Les courtiers, ils sont hyper pragmatiques. S'ils prennent pas aujourd'hui toutes ces insurtech, c'est parce que pour eux, ça ne se parle pas. L'une fait ça, l'autre fait ça, et puis il y a de la concurrence. Est-ce que celle-ci est compatible avec celle-là? Comment est-ce qu'on va intégrer? Et pourquoi je prends celle-là plutôt que celle-là? Il y en a 26. Donc, à part la nôtre, bien sûr, qu'il faut prendre à tout prix. Non, mais je rigole. Mais je veux dire, c'est le principe, c'est que il faut vraiment repenser cette distribution des solutions technologiques qui vont aider le courtier. Et moi, je parle de augmented broker, donc le courtier augmenté. Le courtier augmenté, c'est un peu l'équivalent du phygital. C'est que le courtier augmenté, c'est un courtier stratège qui gère son entreprise, qui pilote son entreprise avec une stratégie et des outils adéquats. Et c'est qu'en ayant cette stratégie-là que je pense qu'on va pérenniser. Et les 26 insurtech que tu cites peuvent se parler, ça je pense quand même que oui, peuvent travailler ensemble, et l'idée serait quoi? C'est de faire un peu comme en matière d'abonnement télé, Canal+ ou autre, des bouquets. Tu vois, des bouquets d'offres de services en fonction du profil du courtier. On est en plein dans cette réflexion, et je suis même, moi qui suis toujours un peu un penseur out of the box, hein, je vois un peu les choses autrement. Moi, je suis même en train d'essayer de discuter de projets où on va plus parler de vente de services, etc., mais d'un pourcentage de faire un fee sur un pourcentage du chiffre d'affaires. Pourquoi? Parce que c'est un système d'abonnement qui est transparent et qui est win-win. C'est que si nos solutions permettent à l'entreprise, le courtier en assurance, d'augmenter sa productivité, donc d'augmenter ses revenus, ou d'éviter des pertes, donc toujours de maintenir ses revenus, ou de faire plus de travail avec les personnels équivalents, voire moins de personnel, parce que on a difficulté à mais dans tous les cas, c'est lié au chiffre, du coup. In fine, l'élément commun de tout ça, c'est un peu le chiffre d'affaires de l'entreprise. Et donc, c'est de dire que les insurtech pourraient devenir, je parle encore que sur ma seule responsabilité, pourraient devenir des partenaires des courtiers en disant, voilà, on gagne ensemble, on va pas perdre ensemble, on va gagner ensemble. Voilà. Et pour vous le prouver, c'est que nous, on met nos technologies à votre disposition dans le cadre d'un partenariat stratégique, donc avec les courtiers stratèges, pas les courtiers opportunistes, les courtiers stratèges. Et alors, avec cela, on peut travailler sur le moyen-long terme en disant, on va implémenter toutes les solutions dont vous avez besoin pour les différents moments de vie, enfin les différents besoins fonctionnels de votre bureau. On va les implémenter, vous n'allez pas devoir les payer une par une, mais il y aura une sorte d'abonnement global qui va faire en sorte que ça sera plus prudent. C'est un peu une idée, c'est peut-être idéaliste, parce que les courtiers disent aujourd'hui, je paye déjà très cher mon package. C'est clairement out of the box. Ça, je te confirme qu'à mon avis, c'est fort disruptif. Mais ce que j'identifie comme ça à chaud comme intérêt évident, c'est que pour un business d'abonnement, et on sait bien qu'un des intérêts, il faut être honnête, du business d'abonnement, c'est qu'il y a les abonnements dormants et c'est très rentable, c'est des revenus quasiment passifs. Donc il y a des solutions qui assument le fait que bon, une fois que l'abonnement est souscrit, peu importe l'usage, tant que l'abonnement tourne et que ça tombe tous les mois. Mais ça, c'est pas, en termes d'expérience client pour l'abonné, c'est vraiment pas dingue. C'est le moins qu'on puisse dire. Par contre, à partir du moment où tu dis que le modèle ici, ce serait lié
les revenus de l'Insurtech ou du groupement d'Insurtech à la performance du courtier, c'est plus du tout la même démarche, puisque c'est, comme tu dis, on gagne ensemble. Donc on aligne nos intérêts. Nous, Insurtech, on n'a aucun intérêt à ce que ça ne marche pas chez vous et justement à ce que nos solutions soient simplement dormantes. On a intérêt à ce qu'elles soient utilisées, à ce qu'elles performent et à ce qu'elles amènent des résultats. Donc en tout cas, sur ce plan-là, voilà. Ça me paraît défendable. Reste à transformer ça en un business opérationnel, mais en tout cas, je reste, c'est mon avis, et heureusement je suis pas le seul à l'avoir, en tout cas dans notre écosystème d'Insurtech, à avoir cette idée de dire ça ne sert à rien de tous venir, les 26 les uns derrière les autres, dans un bureau de courtage en disant voilà, j'ai ça, c'est super, il faut que vous me preniez cette solution. Et puis le suivant passe, et ainsi de suite, ainsi de suite. D'abord, vous allez jamais recevoir ces 26 Insurtech. Et puis, comme j'ai dit, l'offre tue l'offre, donc il y a un problème. Il y a tellement d'offres Insurtech qu'on peut comprendre qu'un courtier commence à se perdre un peu. Voilà. Et donc l'intégration dans un système c'est ce qui manque aujourd'hui dans les packages, que ce soit BrokerCloud ou Brio, ce sont les workflows. C'est qu'en fait, rien n'est automatisé dans le courtage. Rien. Quasiment rien. Je vais me faire tomber sur les doigts si je dis rien. Mais quasiment rien. Et donc, que ça soit au niveau de la conformité réglementaire, que ça soit au niveau justement de la récolte d'avis, de l'émission des contrats, il y a tellement de choses qui nécessitent plein d'actes de gestion, de petits boutons à cocher, de choses à accepter, etc. Alors que ça pourrait être beaucoup plus fluide dans beaucoup d'autres métiers. Le modèle que tu défends, au-delà d'un modèle tarifaire original à creuser, à discuter et à voir dans quelle mesure il y a de la faisabilité, mais est-ce que tu penses que ça peut... pour être plus clair, est-ce qu'un des objectifs, c'est de conduire les Insurtech à travailler ensemble pour améliorer l'intégration, l'automatisation, et peut-être de parler d'une seule voix, c'est peut-être un vœu pieux, mais de parler plus fort ensemble, par exemple vis-à-vis de Portima, Brio, pour des intégrations peut-être encore plus efficaces? Je sais pas si c'est l'objectif, mais c'est le besoin. C'est que en fait, toutes nos Insurtech belges, il y en a quelques-unes et qui sont, on peut même dire certaines des pépites, vont pas survivre si elles restent d'abord sur le marché belge uniquement et si elles restent sur le marché belge actuel. Mmh. Donc pourquoi nous on est tous partis en France? Parce que le marché français est beaucoup plus dynamique, beaucoup plus ouvert. Il n'est pas fermé avec des packages de gestion comme on a en Belgique, et donc on a beaucoup plus d'opportunités d'aider le courtier. Mmh. Il y a beaucoup plus de courtiers aussi, le marché est beaucoup plus grand, on parle de 60 000 courtiers en France. Donc effectivement, voilà, mais c'est dommage. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est souvent, on n'est pas prophète dans son pays, et donc on va déployer à l'international, au marché naturel direct, la France, mais certains plus malins iront peut-être en Allemagne ou en Angleterre, sur le marché plus compliqué. Mais en tout cas, la France est le marché direct le plus logique, nous accueille et nous laisse penser qu'on a plus de développement. Donc, le marché belge de l'assurance est petit, 4500 courtiers. Dans ces 4500 courtiers, moi je compte toujours un peu plus, je sais que c'est pas les vrais chiffres, mais moi je dis qu'il y a 4500 courtiers qui font vraiment le métier de courtier en assurance. Dans ces 4500 courtiers, il y a peut-être 10% d'early adopters. Oui, c'est ça. Ouais, donc vous êtes sur 450 courtiers, et donc entre 450 et 1000 courtiers, c'est votre marché. 26 Insurtech qui doivent servir, vous faites le calcul, c'est fini, donc c'est pas viable. Donc en fait, on n'a pas le choix d'aller à l'international. Bon, en soi, c'est pas une mauvaise idée, parce qu'on ramène parfois des bonnes idées en Belgique, mais il faut que la Belgique évolue aussi. Est-ce que je vois aussi de nouveau le marché français de l'assurance, c'est quand même très, très dynamique, Et quand je vois les acteurs, il y a un moment où les acteurs français vont déjà en Belgique, il y a Alan qui vend des assurances, soins de santé aux entreprises, qui cartonnent en Belgique. 40 000 assurés en un an. Donc, ce sont des acteurs avec qui sont... nouveau un profil digital, priorité à une expérience cible, client, la meilleure possible. Une niche, une verticale niche bien précise avec une expérience client. Et ça marche. Donc, moi, je pense que le courtage a de beaux jours encore en Belgique, parce que le courtage fait partie de la partie génétique, mais il y a quand même des renouvellements de génération. Les jeunes générations ne voient pas du tout la même chose, les choses de la même manière, pardon. Et donc, pour anticiper ou pour accompagner ces changements, je pense que le courtier doit aussi changer, et il va changer de son côté, et les Insurtech peuvent les y aider
On ne va pas faire tout le travail tout seul. C'est un travail collectif. Et je pense que cette idée d'associer de ne pas nous voir comme des revendeurs de solutions qu'on vient fourguer, entre guillemets, mais comme des partenaires. Parce qu'en fait, je dis, on réussit ensemble, on rate ensemble. Mais à nouveau, là, tu as sans doute la légitimité de le voir comme ça en tant toi-même qu'acteur courtier. Donc oui, je me réjouis de voir ce sur quoi va déboucher cette idée. Non, vraiment, c'est très intéressant. Voilà, magnifique. On est en tout cas quelques-uns à y penser et à se dire que il y a une opportunité. Le marché de l'assurance en Belgique reste un marché important en part de marché. Les fédérations s'en réjouissent, nous aussi, mais il faut quand même voir que depuis moi j'ai commencé en assurance, j'ai courtier en assurance en 94, les parts de marché ont quand même changé. La banque assurance a quand même pris une part de marché. Le direct n'a pas performé ou ne performe pas encore, en tout cas en Belgique. La banque assurance a clairement pris une part de marché au courtage entre 1994 et maintenant. Cette nouvelle réforme sous la résiliation, il faudra voir comment elle va être vécue, comment des acteurs vont l'utiliser pour secouer les portefeuilles en assurance. Mais j'allais dire, tu parlais de dynamiser peut-être un peu le secteur. Ça risque, c'est pas nécessairement l'objectif, mais ça risque quand même de dynamiser ou dynamiter. C'est une opportunité ou un risque, ça dépend de quel côté vous vous positionnez, dans les mois à venir. Effectivement, comment des acteurs ou pas vont prendre ça comme une opportunité ou pas. Il faut savoir que pour beaucoup, l'assurance, et les clients aussi sont responsables de cela, pour partie, c'est que l'assurance est vue un peu comme quelque chose, on le souscrit puis on l'oublie. Voilà. Et donc, les courtiers vivent un peu sur ces portefeuilles dormants, ces abonnements dormants. Ouais, on en parlait. Voilà, c'est exactement ça. Et donc, c'est aussi le moment pour nous, courtiers, et donc Brocom participe à ça, à montrer la valeur ajoutée du courtage par les services au moment des sinistres, lors des intempéries, etc., etc. Mais au-delà des moments de crise, on doit aussi continuer à montrer notre valeur ajoutée, puisque ton abonnement que tu n'utilises pas, tu te poses la question, mais est-ce qu'il ne me coûte pas trop cher? Est-ce que je pourrais pas, puisque je l'utilise pas, est-ce que je pourrais pas trouver moins cher ailleurs? Et quand avec cette réforme de la résiliation, on va l'appeler comme ça, des contrats d'assurance, des acteurs peut-être très dynamiques, très digitaux vont arriver en disant vous pouvez cliquer ici et en un clic justement résilier votre contrat, regardez-moi ce que je vous propose, et que tout pourra être fait peut-être en 100% digital. Là, ce sera peut-être trop tard pour certains pour réagir. Enfin, à nouveau, je veux pas faire peur, c'est pas l'idée, mais en tout cas, c'est vraiment quelque chose qui doit encourager à anticiper avec l'expérience client, la satisfaction client, les avis, etc. Pour mieux comprendre son portefeuille, les assurés, les profils types, les personas et anticiper ce genre de choses pour justement ne pas risquer peut-être trop fort qu'un client ait envie d'aller cliquer sur ce lien parce qu'il sait pourquoi il est chez tel courtier et pourquoi il travaille avec ses produits, quoi. En 98, je me rappelle, on était chez Assurity et on avait commencé à travailler. On avait un informaticien dans notre bureau, donc ce qui était assez précurseur à l'époque. Et avec lui, on sortait toutes sortes de tableaux croisés dynamiques à l'époque en Excel. On n'avait pas Power BI et on essayait de trouver donc les clients qui n'avaient qu'une seule police. Et on faisait plus, ça c'est pas très malin, ça c'est simple, mais on faisait aussi, donc je parle de 98, on allait chercher les clients qu'on avait perdus et on voyait l'âge moyen de leur police. Et on voyait qu'on perdait une police auto quand elle avait 5 ans, par exemple. Qu'est-ce qu'on faisait du coup? On regardait toutes les polices auto qui avaient 4 ans et on prenait contact avec le client pour voir qu'est-ce qui se passait. Et donc c'est de l'anti-churn. Et donc si on ne fait pas du BI sur un portefeuille d'assurance aujourd'hui, on suit la marée. Ouais. On avance, oui, c'est ça, on est la moule sur son poteau, on attend, voilà. Tandis que grâce aux outils, ils sont pas très compliqués, Power BI pour prendre un exemple, on peut extraire un portefeuille, l'analyser, et donc devenir courtier stratège. Je reviens sur cette expression, courtier stratège, se dire, ok, qu'est-ce que j'ai comme valeur immatérielle dans mon entreprise, les connaissances de mes équipes, mes connaissances à moi, ma renommée, mon portefeuille d'assurance. Qu'est-ce que je veux en faire? Où je me projette dans 5 ans? Comment je vais faire pour faire face aux nouveaux défis? Donc, quelques questions, il n'y en a pas des dizaines. Quelques questions. Et puis, une fois qu'on a mis ça en œuvre, qu'on a un plan stratégique, on s'équipe. On regarde effectivement comment on pilote son portefeuille. Et pas uniquement sur le bordereau de commission et fin d'année. Non, de manière proactive.
Et puis, on mesure la satisfaction de ses clients. On va faciliter leur travail. Donc, les clients, et je pense que c'est une enquête que FEPRABEL a relayée, ou tu as relayé, je ne sais plus, veulent plus de digitaux dans certains points. Oui, on a relayé ça dans notre newsletter de Codelot. Oui. Voilà. Donc, ils veulent déclarer des sinistres plus facilement en ligne. Ils veulent une interactivité. Ils veulent du retour. Il faut écouter son client. Mais ces études, effectivement, qu'on a analysées, notamment une étude de Deloitte qui était assez intéressante, où c'est très rassurant. Enfin, c'est très réaliste, mais rassurant en même temps. C'est réaliste parce que, effectivement, ça suit l'évolution sociétale. Il y a une demande de plus de digital, de plus d'expérience digitale, de plus d'expérience client facilitée par le digital. Mais ce qui est rassurant, c'est qu'il y a toujours cette demande très très présente d'humain, de relations humaines. Et donc on en revient à ce profil du courtier figital qui va essayer de proposer ce qu'il y a de meilleur des deux mondes, de ce qu'il y a de meilleur de l'expérience digitale, et ça représente pas toujours des coûts immenses. Une expérience client digitalisée, ça peut vraiment être un investissement très très modéré. Et pouvoir se focaliser, c'est ça le profil du courtier figital, sur ce qu'il fait de mieux, à savoir son rôle de courtier pur, de conseil, de relation client, d'expertise, son rôle d'expert. Moi, je préfère le terme de courtier augmenté. Oui, mais les deux je préfère le terme de courtier augmenté, puisque figital, d'abord, c'est un mot issu du retail et qui avait des finalités un peu différentes à la base. Puis je trouve qu'il est un peu barbare. C'est pas très beau, hein. Ouais, c'est pas mais très au moins il est clair. Et moi je trouve que le courtier augmenté, moi voilà, en tout cas j'aime bien cette expression. C'est toute la force du courtier et avec une sorte d'exosquelette, on va l'appeler comme ça, qui va lui donner des pouvoirs. Et justement, Avenger. Ça va de nouveau faire une belle transition. Et donc d'aller vers de plus d'efficacité, d'efficience au service de son client, vers là où le client l'attend, quoi. Ça va de nouveau m'offrir une belle transition parce que je voulais te demander comment tu t'augmentes, toi, Bruno. Je veux dire par là, tu l'as confirmé dans notre entretien, le moins qu'on puisse dire, c'est que tu es un touche-à-tout, mais pas avec la connotation péjorative, mais un curieux, quelqu'un qui manifestement saisit des opportunités, qui s'intéresse à beaucoup de sujets, en tout cas dans le monde de l'assurance et pas que, puisqu'on a parlé, par exemple, d'immobilier. Comment est-ce que tu fais au milieu de ces journées, en plus de ces voyages entre Bruxelles et Paris et ailleurs, pour continuer à apprendre sur tous ces sujets-là, sous question que j'aime bien te poser ici dans la franchise en prime, parce que moi c'est un peu mon drame, ou en tout cas mon énorme frustration. Comment est-ce que tu fais pour réussir, moi j'y arrive pas, à lire, à regarder, je parle de vidéos, à écouter, je parle de podcast, ce que tu mets de côté, enfin en tout cas moi je fonctionne comme ça, je mets de côté énormément de choses dans des signets, dans des vidéos à regarder plus tard, je m'abonne à beaucoup de newsletters, il y a énormément de sujets qui me passionnent, on en a beaucoup en commun, mais la discipline qui devrait me permettre de lire et d'absorber tout ce que j'ai envie de lire, ça j'y arrive pas, et donc je me retrouve avec énormément de contenu non lu, non vu, et c'est là ma frustration. Est-ce que tu aurais une formule magique pour moi? Et ne me dis pas faire résumer tout ça par Copilot ou ChatGPT, parce que j'ai quand même encore le plaisir de prendre le temps de lire, d'apprendre. Il y a une double question. Donc la deuxième partie, je peux y répondre tout de suite. Je n'ai pas de formule miracle à te transmettre. Voilà, moi je suis effectivement extrêmement curieux de nature, boulimique d'informations. Donc parfois c'est un reproche que me fait mon épouse ou mes enfants en me disant arrête de lire, de regarder à gauche, à droite. Donc voilà, donc ça c'est un élément. Mais donc je suis boulimique et donc j'absorbe énormément. Et je prends facilement contact avec des solutions, quelles qu'elles soient, quel que soit le pays, quelle que soit la langue, qui me paraissent intéressantes. Et donc j'ai aucune barrière à ce niveau-là. Donc je vois quelqu'un qui fait un truc génial en France, en Angleterre, ou j'en sais rien, ou parfois au bout du monde. Je l'ai vu sur Internet où il a été recommandé. Je vais tout de suite voir ce que c'est. Si ça me paraît avoir un intérêt, apporter une plus-value à un des projets ou à une des solutions ou à quelque chose, je le contacte. Oui, c'est ça. Je le contacte et ça va vite. Hein, on fait un petit call, une petite visio. Et parfois, au moment même, ça mène à rien.
Mais je vais donner un exemple et qui montre parfois que tout à coup ça revient, ça a du sens. On est posé souvent, les choses ne viennent pas par hasard. Donc voilà. Donc mais ça, il y a l'émergence des idées aussi. On pense toujours qu'on est le seul à avoir l'idée géniale dans le monde. Et en fait, non, dans le monde entier au même moment, parce que l'évolution des connaissances amène à ce que on parle de ça, eh bien, tout le monde a la même idée. Donc, il faut se rendre compte de ça, qu'on n'est pas les seuls à avoir la bonne idée au même moment. Voilà. Donc, il faut déjà être humble à ce niveau-là. Donc, moi, je suis très curieux et j'écoute, j'entretiens des relations avec un très gros réseau de gens d'un peu partout et à qui je suis toujours transparent. J'ai écouté, pour l'instant, je vois pas, mais peut-être que ça viendra. Et le dernier exemple que j'ai, c'est une plateforme qui s'appelle Lexi, une plateforme un peu comparable, même si elle va plus loin que Copilot, une plateforme qui fait l'analyse des conversations téléphoniques en voice over IP ou en Zoom, visio. Pas que en visio, même Voilà, donc on peut enregistrer des conversations sur un iPhone et puis les passer dans la machine. On peut les enregistrer en voice over IP sur différents providers. On peut faire une conférence Zoom, Teams ou Google Meet et récupérer le contenu, faire une synthèse et avoir un résumé, un email de réponse. Alors moi, la personne m'a présenté ça, c'est une société belge, des anciens du monde de l'assurance, des anciens cofondateurs de Séraphin à l'époque. Mm-hmm. Et puis à le moment même, j'ai dit ok, super, parfait, je vois pas. Et puis avec le temps, l'émergence de l'intelligence artificielle, etc., je passe énormément de temps à faire des réunions, tout le temps, parce que je fais beaucoup de réunions en conférence, visioconférence avec mes clients en France, parce que je ne me déplace pas à travers toute la France. Et en fait, cet outil, je l'ai intégré dans mon processus fonctionnel. Et donc, c'est que je ne dois plus prendre de notes lorsque je suis en réunion avec quelqu'un. Donc, je peux me concentrer sur mon échange, sur ma discussion avec mon client, mon prospect. À la fin de ma réunion, je raccroche. Dans les quelques minutes qui suivent, je reçois un email avec la synthèse de l'entretien. J'ai la retranscription complète. J'ai des métriques sur qui a parlé. Est-ce que le mood était bon? Enfin, voilà. Donc, et ça, je l'utilise du coup d'abord au quotidien dans ma pratique. Donc, ça me permet d'avoir des résumés et les gens sont scotchés parce que, en fait, personne ne prend de notes. Non. Et donc, on garde aucune trace de toutes les réunions qu'on assimile. Avant, moi, j'avais des carnets noirs que je grattais. Puis, à la fin de l'année, quand il était plein, je le rangeais, j'en prenais un suivant et ainsi de suite. Donc, en fait, j'avais l'impression que je prenais des notes, mais en fait, je n'en faisais rien. Puis je suis passé à un système digital, Remarkable, qui est super. Ouais, j'ai aussi, ouais. Mais c'est de nouveau une prise de notes, mais vous ne l'exploitez pas. Et ici, maintenant, j'ai avec cet outil qui s'appelle Lexi, un outil que je peux exploiter directement. Donc, je me sens augmenté. Je reprends l'exemple. Oui, c'est vraiment dans mon business. Et puis, comme je travaille beaucoup pour la conformité réglementaire, notamment pour les courtiers en France, avec ANACOFI, qui est la fédération pour l'association professionnelle, des conseillers investissements financiers. Ce sont les profils, si tu veux, de courtiers qui vendent des produits de placement, les conseils au patrimoine, etc. Et donc, ils ont tout l'AML, l'anti-blanchiment, etc., comme réglementation, et énormément de contraintes réglementaires sur l'adéquation des besoins, l'analyse des besoins, comme on est en Belgique, parce que c'est la même réglementation. Et donc, j'ai fait tout à coup en pleine nuit, comme ça m'arrive souvent. Je dis, bien sûr, Eureka, comme dirait. J'ai trouvé. Et donc, j'ai recontacté Lexi. J'ai dit, écoute, est-ce qu'on pourrait pas utiliser cet outil dans la conformité réglementaire? Parce que, en fait, nous, courtiers, on fait des entretiens épargne pension, entretien branche 21, branche 23, et on doit faire à la fin de cet entretien avec le client notre fiche d'intermédiation. Ouais. En France, ils appellent ça rapport d'adéquation, qui montre que le produit qu'on propose est en adéquation avec le profil du client. Ça prend un temps fou, il faut remplir des tas de documents. Et en fait, on a testé l'outil, et en créant ce qu'on appelle des prompts, tu sais ce que c'est. On crée des prompts. Donc des requêtes en texte pour demander à l'outil d'intelligence artificielle d'extraire. Pour lui poser une question, en fait. Voilà, d'extraire. Et en fait, il extrait de notre entretien commercial avec le client quasiment 80-90% de ce document qu'on doit remplir. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe? Je peux mener mon entretien les mains libres et être en visio avec mon client à distance ou en physique en mettant mon smartphone avec mon accord bien sûr préalable sur la table, et puis extraire de ça, de la conversation, tous les éléments de la conformité. Et donc faire un pré-remplissage de ma fiche d'intermédiation. Et ça, c'est en développement ou c'est déjà un produit qui existe? C'est en développement, on l'a déjà fait des tests et on a été reconnu comme
Promise, comme ils disent dans les Digital Vivium Awards. Et donc, si vous venez en mars au Digital Vivium Awards, je serai là. Je serai même speaker cette année. Tu nous verras. Tu nous verras. Donc, on était, pas awardé Elite InsurTech, ce qu'on a obtenu pour la 2e année consécutive pour InsurAdvice, grâce aux évolutions qu'on a fait dans InsurAdvice. Mais pour ce volet-là, donc qui est vraiment assez, comme on dit dans le jargon, early stage, on est en train de faire les tests, les pilotes. Et d'ailleurs, pour Anacofi, ils vont lancer une newsletter là en mars pour demander une dizaine de leurs membres de devenir pilotes de notre plateforme en France. Et je vais faire la même chose lors des Digital Vivium Awards, de demander à une dizaine de courtiers belges s'ils veulent devenir pilotes de cette solution. Et donc, de voir comment l'intelligence artificielle augmente la capacité ou la qualité du travail du courtier. Donc, c'est vraiment vous faciliter le travail. Donc, on pose les mêmes questions, le client répond de la même manière, sauf qu'à la fin, on ne doit pas passer une heure, une demi-heure, ou inventer des choses, parce que il faut rester. Oui, à un moment donné, on écrit ce qu'on pense qu'il aurait dit, qu'il aurait pu penser dire. Et donc, je garde ça sous le couvert de ma responsabilité. Mais soit, donc, on est censé répondre à toute une série de questions. Il existe aujourd'hui des modèles qu'on nous impose au niveau des fédérations pour y répondre, mais il faut savoir que tant la FSMA qu'en France, l'acronyme maintenant m'échappe, AMF, donc je ne sais plus, le marché financier, l'autorité des marchés financiers, ou la CPR, ne demande pas spécialement ça. Elle demande qu'on soit capable de démontrer que ce que a dit le client est en adéquation avec le produit qu'on propose. C'est ça. Quelle est la meilleure adéquation que d'avoir le script, la transcription de ce qu'il vous a dit et de le transmettre de le transformer, en une synthèse que vous lui faites signer et vous avez votre adéquation. Vous lui avez expliqué un produit, il a dit oui, ça me correspond. Vous lui avez posé toutes les questions, il a dit oui. S'il a dit non, vous avez répondu, vous avez réagi. Et puis, vous avez votre transcription. Et donc, vous gardez ça. L'enregistrement s'efface après 30 jours pour des raisons liées au RGPD. On y revient toujours. Mais pour le reste, vous gardez effectivement les traces et vous avez un document qui est plus probant que tout ce qui peut exister aujourd'hui. Et c'est l'intelligence artificielle qui vous a aidé à le produire. Et voilà justement un cas d'usage très concret et surtout très utile de l'intelligence artificielle générative. Et de nouveau un projet de ton côté dont je me réjouis de voir la progression et je l'espère l'aboutissement en commençant par les Vivium Digital Awards où effectivement je serai là et donc dès que je serai descendu de la scène, je viendrai voir un petit peu ce qu'il y a sur ton stand à ce sujet-là et voir comment tu constitues ton panel de courtiers. Écoute, on a fait un beau tour. Je me rendais bien compte que tu avais beaucoup de choses à dire, donc c'est super intéressant. On va tout doucement clôturer. J'ai quelques petites questions habituelles encore à te poser. Simplement, est-ce que tu as peut-être, on a parlé d'information de notre ami commun Philippe Dambly parle souvent d'infobésité justement pour parler de cette masse d'informations disponibles. Est-ce que tu as peut-être tout simplement un livre, un film à conseiller? J'aime bien, c'est un peu lié à la personnalité de mon invité parfois. Quand je te dis un livre, ça peut être un livre de business. Ne propose peut-être pas un livre pour connaître le RGPD de manière approfondie en 1000 pages. Je pense pas que ça intéressera beaucoup ceux qui nous écoutent, mais un livre, un film, une newsletter à laquelle s'abonner. Je sais pas si tu as peut-être quelque chose à conseiller dans les choses qui te plaisent. Bon, alors en lecture, je vais peut-être décevoir, mais je lis beaucoup en digital et je me concentre sur la lecture papier uniquement pendant mes vacances. Et là, je pars avec quelques romans de toutes sortes. Ça peut être un roman aussi, un roman qui t'a bien plu. Et je les dévore à des vitesses VV', puisqu'effectivement, tu m'as posé, j'ai pas répondu tout à l'heure, une question sur comment on faisait pour absorber. J'ai la chance d'avoir une très grande capacité de lecture. Donc je lis très 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 vite. Et mon intelligence personnelle, pas artificielle, me permet de très vite résumer, synthétiser. Donc voilà. Donc du coup, c'est vrai que c'est parfois, c'est ça ma force. Je veux dire, c'est que du coup, je peux ingurgiter des quantités très importantes de données en lecture rapide.
et pouvoir les retrouver, les recroiser, et les faire les faire exploiter revenir, surtout, ouais. voilà. Donc je n'ai pas vraiment un livre là immédiat à conseiller, puisque je ne lis pas de livre business, ça à nouveau ça va peut-être casser mon image, c'est ton mais expérience je ne lis pas de livre business, ou je ne fais pas semblant d'en lire en tout cas. J'ai quelques livres qui traînent à côté de ma table de nuit, que je n'ai jamais commencé parce que je n'arrive pas ça m'a on me les a conseillés, mais je n'arrive pas à les débarrer. Ce qu'on va faire, c'est que si tu repenses à un livre, un roman, une newsletter ou autre, tu me l'enverras et je le mentionnerai dans la description de l'épisode. J'en suis abonné à des dizaines, hein, donc et vraiment. Bien sûr. À nouveau, on revient à ce problème. Il faut, parce que souvent le rythme est au moins hebdomadaire. Il faut être capable de les lire. Oui. Maintenant, si tu parviens. Mais je le dis en diagonale. Voilà, je sors sur chacune des newsletters parfois rien, parfois une news, et je vais regarder le site. Comme j'ai dit tout à l'heure, si l'information me plaît, je vais tout de suite voir de qui on parlait. Je vais voir le profil LinkedIn de la personne. Je vais voir son entreprise, son site web. Et puis, soit ça me semble être cohérent de l'appeler, et je l'appelle. Et en fait, on est étonné, mais on se rend pas compte le nombre de choses que j'ai déjà fait, des gens que je n'avais jamais entendus. Mais ça, écoute, je suis rentré en contact avec eux comme ça. Je te rejoins à nouveau à 100%, et quelque part, c'est un peu pour ça que moi j'ai lancé ce podcast. C'est des rencontres, et jusque là, il n'y a pas un invité avec lequel on n'a pas poursuivi une réflexion, voire lancé un projet ou autre, parce que et c'est rassurant dans ce contexte où on parle beaucoup d'intelligence artificielle, etc. C'est quand même les rapports humains qui permettent encore de concrétiser des beaux projets. Et en parlant d'humain, je vais d'ailleurs te poser une toute dernière question. Et là, par contre, tu es obligé de me répondre. Je pense avoir répondu à la précédente. Oui, à ma manière. Oui, c'est ça, à ta manière. Non, tu as répondu à toutes mes questions, je te rassure. Mais la franchise en prime, oui, t'as parlé aussi des newsletters. Je sais que tu les lis toutes en diagonale, sauf celle de Codelo, mon agence digitale. Je sais que là, par contre, tu prends bien le temps de la lire à ton aise. Et je la republie. Tu la republies. Non, ma toute dernière question, c'est... Sauvez-moi. J'ai l'intention de continuer ces enregistrements que j'apprécie beaucoup, et je pense que les auditeurs qui écoutent aussi, en tout cas, c'est les retours que j'ai. Et donc, l'idée, c'est que tu me proposes peut-être un ou plusieurs invités que tu juges utile de faire écouter dans la franchise en prime dans les prochains épisodes. Alors, heureusement, je pense que ton modèle va pouvoir perdurer, parce qu'il y a beaucoup de gens intéressants à interroger dans notre environnement en Belgique ou à l'étranger d'ailleurs, et qui peuvent apporter de la valeur. Et à très court terme, je pense à deux personnes à qui je pense qu'ils peuvent venir compléter les précédentes interventions et la mienne. Donc Didier Murena, qui a lancé très récemment une plateforme de souscription simplifiée d'assurance incendie et élargie pour les jeunes, donc sous le nom de Swins. Ouais, j'ai vu qu'il s'adresse aux très jeunes, hein, oui, voilà, jeunes. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il met en pratique les outils du digital marketing direct, donc du direct, on va dire, mais il les offre aux courtiers en assurance. Donc ça permet à un courtier assurance, sans investissement dans développement d'une plateforme de commercialisation, de proposer des produits adaptés à cette cible, à cette tranche d'âge, sans devoir faire le développement. Donc c'est un intermédiaire, c'est un courtier distributeur, comme on appelle ça aujourd'hui. Et je pense que c'est un élément aussi qui peut apporter du sens par rapport à ce qu'on a expliqué. Donc les courtiers doivent s'équiper, mais comme ils n'ont pas les moyens de développer eux-mêmes, là il y a des plateformes qui viennent leur proposer une solution. Le courtier va pouvoir proposer une expérience qui, j'imagine, est quand même vraiment fort digitale, fort tournée vers 3 clics. Ouais, c'est ça. Sans devoir justement investir dans des changements de process. Donc là, ok, je vais contacter. Avec des compagnies qui sont des compagnies qui restent des compagnies partenaires des courtiers, donc pas des compagnies directes, et avec un commissionnement pour le courtier, pour sa valeur ajoutée, à sa juste valeur ajoutée. Donc oui, je pense que c'est un modèle qu'on voit beaucoup plus en France d'ailleurs qu'en Belgique, et là, je pense que ça pourrait être intéressant. Bon, je vais contacter Didier Murena de ta part, et me permettre une deuxième suggestion. S'il est un peu réfractaire ou hésitant, je lui ferai écouter le petit extrait de ce que tu viens de dire là à l'instant, et ça devrait suffire. Et sinon, je pensais aussi à Philippe Affendoulos, qui est le patron de Wikitree, Wikitree, ouais, bien connu dans le monde InsurTech. Je pense que effectivement, c'est quelqu'un qui est aussi intéressant à entendre, à écouter,
puisqu'il est déjà un acteur important avec plus d'une centaine de personnes dans son équipe, hein, donc c'est un bureau. Ah oui, c'est vraiment. Donc ils sont plus grands que Portima, hein, donc il faut se rendre compte. Hein. Donc ils font de l'actuariat, ils font de la sécurité informatique, ils font du desk, donc de la gestion déléguée pour les courtiers en assurance. Ils font du recrutement avec une académie et ils forment des jeunes venant souvent de personnes qui ont sans emploi, Bruxelles Formation, etc. pour les former au métier du courtage en leur donnant l'accès à la profession, pour après les envoyer dans les bureaux. Ils ont du recrutement. Donc, je pense que c'est un acteur intéressant pour le secteur, si tu veux rester bien sûr concentré sur l'assurance et les services connexes. En tout cas, c'est quelqu'un avec qui j'aime beaucoup collaborer en France et en Belgique d'ailleurs. Ben oui, on reste sur un profil cross-border, en quelque sorte, oui, Belgique et France. Je n'ai pas vraiment d'amis traditionnels. Oui, c'est ça. Non, mais c'est très bien. Je vais pas dire qu'ils sont à ton image, mais en tout cas, c'est tout à fait cohérent. Donc, merci pour ces 2 dons. J'espère qu'on va se retrouver prochainement avec derrière le micro Didier et ou Philippe. J'espère les 2, bien entendu. Merci si vous êtes toujours là d'avoir écouté jusqu'ici. Un énorme merci à Bruno d'avoir fait le trajet une nouvelle fois Bruxelles-Liège, mais on est vendredi, avec un peu de chance, il va trouver de quoi s'occuper pour ne pas avoir fait le trajet que pour l'enregistrement de ce podcast. Merci beaucoup encore une fois et n'hésitez pas à partager la franchise en prime, à vous abonner, à mettre des étoiles. La satisfaction client, c'est bien pour nous aussi. Donc un grand merci et à bientôt. Merci.